Waouh, 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 mais cet Open d'Australie 2024 est complètement crazy. Il est totalement fou avec cette finale en apothéose, une victoire de Yannick Sinner en 5-7 qui était mené 2-7 à rien contre Daniil Medvedev et qui finit par s'imposer quand même le score 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. C'est la troisième défaite de Daniil Medvedev après avoir mené 2-7 à rien, après celle contre Pierre-Hugues Herbert à Roland-Garros 2019 et celle contre Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2022, ce qui fait qu'il a subi deux fois une remontada en finale à Melbourne. Et que dire de la performance XXL de Yannick Sinner qui a montré vraiment beaucoup de sang-froid après sa victoire en demi-finale contre Novak Djokovic. On sait que c'est toujours compliqué et lui il s'impose pour sa première finale en majeur, donc ça franchement chapeau à l'Italien à 22 ans. C'est forcément un coup dur pour le Russe qui avait quand même joué plus de 6 heures par rapport à son adversaire et qui va encore avoir une grosse désillusion en finale à l'Australie, à voir comment il va réussir à s'en remettre. Mais pour Yannick Sinner, c'est le début de la consécration, même s'il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'il roule sur toute la concurrence en 2024. Mais par rapport à tous ces progrès qu'il a entrepris fin 2023, c'est la meilleure des récompenses. On reprend une respiration, le temps de se remettre de ses émotions et on se retrouve après le jingle pour débriefer de cette finale dantesque. C'est parti, let's go! Avant de revenir sur les finales de l'Open d'Australie, un mot du sponsor de cette vidéo, Parions Sport, qui nous a accompagnés tout au long de la quinzaine australienne. Qui dit pari dit activité responsable, n'investis pas de l'argent que tu n'as pas, et surtout il faut être majeur pour parier. Donc du coup, si tu cliques sur le lien et que tu t'inscris sur Parions Sport, lors de ta première transaction, tu vas avoir accès à un bonus de bienvenue, que ton premier pari soit gagnant ou perdant. Tu seras remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Donc là, il y a quelques tournois intéressants qui se passent la semaine prochaine, notamment Montpellier. Imaginons que tu vas mettre 20 € sur un pari. Ton pari est gagnant, tant mieux, tu vas encaisser les bénéfices et en plus, tu vas avoir accès à 20 € de free bet. Par contre, s'il est perdant, du coup, tu auras ces 20 € de free bet pour te refaire une santé. Un gros merci à Parions Sport de nous avoir accompagnés tout au long de cette quinzaine. Yannick Sinner décroche son premier titre en majeur pour sa première finale en 5-7 contre Daniil Medvedev, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 en 3 heures et 44 minutes de jeu. Donc là, j'ai les statistiques sous les yeux pour refaire un petit peu le fil de la rencontre. Franchement, c'est une performance XXL de la part de l'Italien, déjà parce que le Russe mené 2-7 à rien. Et ça, Medvedev, voilà, il a dû se rappeler un petit peu ses démons de l'Open d'Australie 2022 contre Rafael Nadal avec un scénario un petit peu similaire. Et surtout parce que Yannick Sinner, c'était quand même 5 victoires pour 7 défaites dans un match en 5-7. On sait que c'est pas forcément le format qu'il apprécie le plus. Il y a des défaites traumatisantes contre Novak Djokovic à Wimbledon en 2022, contre Alexander Zverev à l'US Open, contre Alcaraz aussi à l'US Open, contre Altmaier la saison dernière, même contre Tsitsipas, également à l'Open d'Australie, ici même, il y a un an. Et donc on se demandait voilà, s'il allait réussir à tenir, d'autant plus qu'il y a eu quand même cet exploit en demi-finale contre Novak Djokovic, contre le maître des lieux. Et c'est toujours le match d'après qui est compliqué, d'autant plus que Daniil Medvedev, certes, il y avait 6-3 dans les face-à-face. Sinner s'était imposé dans les 3 dernières rencontres, mais il avait quand même les clés pour gêner l'Italien et c'est exactement ce qu'on a vu dans le début de la rencontre. Et honnêtement, je m'attendais pas à une telle entame du Russe qui m'a vraiment fait très forte impression. On sait qu'il avait passé beaucoup de temps sur les cours, qu'il avait cette tendance à être un petit peu trop passif. Et dès le début de la rencontre, vraiment, il va tenir sa ligne, il va se montrer ultra agressif. Et on sait que c'est un petit peu conditionné par le service. C'est ce qu'on a vu dans les 2 premiers sets contre Alexander Zverev où ça avait été très compliqué. Derrière, dès qu'il a réussi à hausser son pourcentage de première, il est devenu beaucoup plus menaçant. Et là, dès le début, il a très bien servi. 6 aces dans le premier set, 86% de première, 84% de réussite derrière et 33% sur sa seconde balle. Tout l'inverse de Yannick Sinner qui n'est pas rentré dans sa partie tendue. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que j'en ai eu. Par contre, il avait du mal à passer sa première balle, 54% de première, et surtout, il s'est fait manger sur sa seconde balle, 31% de points gagnés derrière. La faute, un Daniil Medvedev qui a été ultra impressionnant à la relance, qui retournait long, profond, et surtout, c'était l'agresseur. Il s'est un peu inspiré de ce qu'a fait Novak Djokovic en finale aux ATP Finals à Turin, où vraiment, il tenait sa ligne, il attaquait avec son coup droit. On sait qu'il est beaucoup plus volatile dans ce compartiment de jeu-là. Et dans le premier set, c'est lui qui avait en moyenne le coup droit le plus rapide, plus de 130 km/h, donc franchement ça, chapeau. Et Yannick Sinner, il n'arrivait pas à faire la différence. Son agressivité, il n'y arrivait pas, à percer la défense de Medvedev, qui en plus était très bon en attaque, mais également très solide du fond du court. Et qui dit bonne qualité au service, forcément tu vas avoir des points gratuits sur la filière courte, et Medvedev va dominer à la fois la filière courte et la filière longue dans ce premier set, là où Sinner va manquer un petit peu de points gratuits sur son service. Le second set, c'est un petit peu pareil, en tout cas jusqu'à 5-1, où il y a double break pour Daniil Medvedev. On va avoir un Yannick Sinner qui va hausser un petit peu son pourcentage de première balle, 65%, et Medvedev qui va un peu s'écrouler petit à petit sur son service en passant plus que 50% de première jusqu'à 5A, c'est irréprochable. On a un Daniil Medvedev qui fait la bonne tactique, qui tient sa ligne, qui est ultra agressif, qui monte au filet beaucoup plus que Yannick Sinner. Et Sinner, il a du mal.
il est beaucoup trop scolaire, trop académique dans sa façon d'appréhender ce match, notamment dans la diagonale revers, où il va trop axer le jeu sur le revers de son adversaire. Il va avoir du mal à changer de direction, à attaquer longue ligne. La faute aussi au jeu de Daniil Medvedev, qui est une frappe de balle très tendue, qui rebondit très peu. Et quand tu es en position, c'est compliqué d'attaquer ce genre de balle en longue ligne. Et vu les qualités défensives et athlétiques de Medvedev, à chaque fois, c'est Sinner qui se frustrait, qui allait à la faute. 14 fautes directes dans ce second set pour seulement 8 côté Daniil Medvedev. On va avoir un équilibrage qui va se faire sur la filière courte. Sinner servant beaucoup mieux. Il va revenir à hauteur dans la filière courte et il sera presque à équité avec Medvedev dans la filière longue. Donc voilà, petit à petit, l'Italien refait un petit peu son retard face à un Medvedev qui va commencer à se montrer passif à la fin du premier set, sachant qu'il va perdre l'un de ses breaks d'avance. Ça fait 6-3 dans ce second set. Et on sent que Sinner, il peut aller chercher un petit peu Medvedev, qui commence à reculer tout doucement de sa ligne et qui revient dans une stratégie un petit peu trop défensive où il va perdre beaucoup de jus, d'autant plus que lui, il avait passé énormément de temps sur les cours. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le troisième set, qui fait 6-4 pour Sinner, où l'Italien va beaucoup mieux servir. Donc déjà, il va avoir beaucoup plus de points gratuits sur sa première balle. Medvedev, lui, va se montrer beaucoup moins agressif. Ce qui fait que Sinner va pouvoir petit à petit faire le jeu, où on a eu un Yannick Sinner qui était un petit peu sous pression, asphyxié dans les deux premiers sets, notamment au niveau de son jeu de jambes. Il y avait des approximations, il lui manquait un petit pas de replacement, il allait trop rapidement à la faute. Et là, c'est vraiment Medvedev qui va commencer à faire le mur et qui va aller aussi à la faute. Ça va être confirmé dans le quatrième set, qui est exactement la même physionomie, avec un Medvedev qui va un petit peu mieux servir. C'est Yannick Sinner qui va perdre un petit peu en qualité de première, mais qui va être irréprochable derrière sa première et sa seconde balle. Et Medvedev qui va être toujours sous pression sur sa seconde balle, même si c'est mieux au niveau de sa première. Et à chaque fois dans la fin de set, il va un petit peu flancher. Sinner va réussir à retrouver un peu plus de longueur, de profondeur dans ses retours, à mettre un peu la pression sur Medvedev, qui sera moins agressif, qui va faire des petites fautes par-ci par-là côté coup droit, ce qu'il ne faisait pas dans les deux premiers sets. Un petit peu un match miroir par rapport à ce qu'on a vu entre Zverev et Medvedev, où l'Allemand est irréprochable dans les deux premiers sets côté coup droit, et petit à petit, il va commencer à flancher. C'est ce qui s'est passé, et là on était au cinquième set, tout était possible pour les deux joueurs, et on a vraiment un Yannick Sinner qui, à la fin du quatrième set, a montré, voilà, les crocs, il a commencé à être agressif, à essayer de casser un petit peu le mur de son adversaire, et ça a été confirmé dans le cinquième set, où je pense qu'il a joué son meilleur niveau, où vraiment il a augmenté le cran pour son agressivité, sa balance entre contrôle et agressivité par rapport à ce qu'il montrait contre son adversaire. Là où Medvedev, il a commencé à avoir du mal physiquement par rapport à tous ces longs combats. Il reculait derrière sa ligne. Sinner qui essayait de jouer un peu plus les cours croisés pour déporter Medvedev, qui attaquait beaucoup plus longue ligne côté coup droit à l'image de cette balle de match, côté revers également, ce qui était très intéressant à faire. Là où en début de rencontre, il avait une approche trop conservatrice, il a su montrer tous ses progrès sur la fin de match, sachant que dans le troisième, quatrième et cinquième set, il ne se fait pas breaker. Si je reprends un petit peu les stats globales de ce match, 14 saves pour Yannick Sinner, 5 doubles fautes, 61% de première balle, 74% de réussite derrière, 54% sur seconde balle. Côté Daniil Medvedev, lui aussi très solide au service quand même, 11 aces, 3 doubles fautes, 68% de première, 76% derrière sa première balle et 45% derrière sa seconde balle. C'est là où il s'est fait un petit peu manger. Il a essayé d'être agressif, notamment au filet, avec 71% de réussite quand même pour Daniil Medvedev, 45 montées contre seulement 21 pour Yannick Sinner, qui a eu du mal, ce que je peux comprendre, dans les deux premiers sets, quand tu as des retours qui te reviennent comme ça dans les jambes, t'as pas envie de faire service volé, d'autant plus que Daniil Medvedev était ultra agressif, et il a commencé à se libérer petit à petit, l'Italien, donc ça c'était vachement agréable pour lui, là où Medvedev, lui, s'est enfermé un petit peu, où au début il était agressif, et il est devenu de plus en plus passif, plus le match avançait. Et à la fin, on a Yannick Sinner qui a dominé la filière courte et la filière longue, et la filière intermédiaire entre 5 et 8 frappes, c'est plutôt Medvedev qui l'a dominé. Donc vraiment un sacré match de la part de Yannick Sinner. Daniil Medvedev va encore en faire des cauchemars, même si j'étais ultra étonné du niveau proposé par le Russe d'entrée. Il l'a dit, il allait tout donner dans ce match, il allait vraiment y laisser sa vie. C'est ce qu'on a vu dans les deux premiers sets où c'était très très solide. J'ai rarement vu un Medvedev aussi agressif, peut-être à l'US Open en 2021 en finale. Et Yannick Sinner qui avait du mal à casser un petit peu la défense de son adversaire, qui était trop conservateur et qui petit à petit a pris ses aises, même si dans le petit jeu, que ça soit le lob, les amortis, à chaque fois c'était pas souvent très bien touché. Je pense qu'il doit faire beaucoup de paniers là pour l'amorti Yannick Sinner, parce qu'il aurait plus dérangé son adversaire, notamment de l'arrière vers l'avant dans ces courses là comme ça, où ça lui aurait cassé un petit peu les jambes. Et après forcément Daniil Medvedev il a accusé le coup physiquement, étant donné que plus le match avançait, plus son autonomie diminuait, tout l'inverse de Yannick Sinner qui a lâché le bras, qui arrivait beaucoup plus à casser les diagonales, et ça fait vraiment la différence. On a vu encore une fois tous les progrès
de Yannick Sinner dans ce match par rapport à ce qu'il a montré fin d'année dernière. On l'attendait au tournant en 2024 et il l'a montré dès le premier grand rendez-vous de la saison à l'Open d'Australie en battant Novak Djokovic, le maître des lieux, qui n'avait jamais perdu en demi-finale en 4-7. Ça, chapeau. Et Medvedev en revenant d'un déficit de 2-7 à rien. Et là, franchement, bravo à Yannick Sinner qui montre qu'à 22 ans, voilà, c'est un joueur mature avec l'apport de Darren Cahill, tous ces petits ajustements, un service plus solide malgré un pourcentage de première pas forcément élevé. Cette capacité à changer un peu plus de direction, à se montrer un petit peu plus patient, même si des fois ça s'égratine un petit peu, bah à la fin c'est quand même lui qui a triomphé pour son premier majeur, en tout cas on l'espère celui d'une longue série. Et du côté de Daniil, à voir comment il va digérer encore cette déconvenue en finale de l'Open d'Australie, il est un petit peu maudit comme Andy Murray, à voir s'il arrive à s'imposer un jour à Melbourne, mais faire quand même 2 ans après un scénario similaire, ça doit être très compliqué. On sait qu'il a mis du temps à le digérer, 1 an quasiment, 2022-2023. Là on espère que pour lui, parce que c'est vraiment un joueur voilà, qu'on aime voir jouer, qui est performant, qui est expérimenté, qu'il va arriver à le digérer de façon plus rapide pour de nouveau jouer les troubles faits sur le circuit. En tout cas, j'étais impressionné par le sang-froid de Yannick Sinner quand il a servi pour le match et un peu tout au long de la rencontre. On pouvait douter de son physique, de ce test qu'il devait passer en majeur et franchement, tous les voyants sont au vert pour l'Italien. Alors, quelles sont les conséquences de ce titre pour Yannick Sinner? C'est son 12e sacre en carrière si on inclut les Next Gen Finals. C'est son premier sacre en Grand Chelem, forcément, et sans doute le premier d'une longue série. Au vu du potentiel du bonhomme, c'est complètement possible. L'an dernier, il avait déjà passé un cap en triomphant dans son premier Masters 1000 au Canada. Il faut quand même se rendre compte que le bonhomme, il a que 4 défaites en finale, 2 à Miami, 1 à Rotterdam et 1 aux ATP Finals. Et parmi ces 4 défaites, 3 sont intervenus en 2023. Donc c'est vraiment un homme des grands rendez-vous. Et ce qu'on voit depuis Wimbledon 2023 et cette défaite en 3-7 contre Novak Djokovic, c'est qu'il a disputé 13 matchs contre des membres du top 10, une seule défaite, et c'était contre le Serbe en finale à Turin. D'un point de vue comptable, ce lundi, il sera 4e avec 8310 points, 3200 points d'avance sur Rublev qui est 5e et 455 points de retard avec Medvedev qui lui sera 3e. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il peut réussir à prendre cette première place mondiale assez rapidement? Honnêtement, ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il a 1545 points d'écart avec Novak Djokovic et surtout l'Italien, il a quand même pas mal de points à défendre jusqu'à Miami. 1510 points si on comptabilise en tout. Montpellier, finale à Rotterdam, demi à Indian Wells, finale à Miami et en plus derrière sur terre battue, il a quand même fait une demi-finale à Monte Carlo et on sait que Novak Djokovic, il n'a pas forcément fait une préparation idéale l'an dernier pour le Grand Chelem parisien, ce qui fait qu'il aura forcément des points à prendre sur terre battue. Donc les cartes, elles peuvent être distribuées qu'à partir de Roland-Garros, je pense. Par contre, son objectif peut-être de dépasser Carlos Alcaraz qui lui a pas mal de points à défendre sur ce premier trimestre de l'année. Donc là, ça peut être intéressant de voir les va-et-vient qu'il va y avoir dans le classement. C'est le premier sacre italien en majeur chez les hommes depuis Adriano Palatta à Roland-Garros en 1976, donc ça remonte vraiment à très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter par la suite? Déjà d'avoir une programmation intelligente. C'est vrai que quand on joue bien comme ça, quand on gagne son premier sacre en Grand Chelem, on a envie de s'enflammer, de beaucoup jouer. Et c'est un petit peu le risque, parce que derrière, on peut se blesser. En plus, on sait que Yannick Sinner, il a un profil quand même qui a tendance à facilement se blesser, même si c'était mieux en 2023. Donc vraiment de bien sélectionner ces événements, de pas trop en faire, de voir là où il y a des grandes échéances pour essayer d'atteindre un certain pic de forme. Et je pense qu'il doit vraiment s'inspirer et ne pas faire ce qu'a fait par exemple un Carlos Alcaraz l'an dernier où il a beaucoup trop joué. Derrière, il a tiré sur la corde et on a vu ce que ça a donné en fin de saison. Et même si ce sont deux joueurs totalement différents, c'est intéressant de comparer l'ascension d'un Carlos Alcaraz et celle d'un Yannick Sinner, où je trouve que celle de l'Italien est beaucoup plus réfléchie, cohérente, dans le sens où il est arrivé en début de carrière, on disait que c'était un joueur un petit peu à la Thomas Berdych, avec un profil de jeu puissant, très linéaire, et il a su petit à petit ajouter certaines armes à sa panoplie, mais vraiment ça a pris du temps. Il y a eu bien sûr l'apport de Darren Cahill qui a construit le bonhomme en 2023, mais en début de carrière, voilà, on savait que c'était un joueur solide, ce quart de finale à Roland-Garros 2020 contre Rafael Nadal, où vraiment il arrive à malmener un petit peu l'Espagnol, mais derrière on a vu qu'en 2022 c'était régulier, mais il manquait un petit peu ce physique, cette caisse physique là pour tenir longtemps parce qu'il avait tendance à beaucoup trop se blesser. En 2023, il a réussi à corriger le tir. Il a fait une année un petit peu plus complète et il a su apporter quelques touches à son jeu, beaucoup plus de patience côté coup droit, une meilleure qualité de première balle, encore plus sous pression. Côté revers, maintenant il varie un petit peu plus, le slice, le changement de direction, il n'hésite plus à venir au filet. Donc on sent que c'est une progression lente, mais finalement très logique par rapport à là où il en est en 2024, contrairement à Carlos Alcaraz qui est arrivé sur le circuit tout foufou. On a vu dès le départ qu'il savait tout faire, qu'il avait 40 000 options pour gagner un point, l'amorti, monter au filet, le coup droit gagnant, etc., etc. Et au final, ça faisait des phases de jeu un petit peu trop brouillon, où il manquait de construction, ce qui
qui fait qu'il a dû se calmer, se canaliser. Donc c'est pas du tout la même progression où on a un joueur vraiment qu'on a réussi à ajouter petit à petit certaines choses, alors que Alcaraz c'est plus un diamant qu'il a fallu polir en lui disant ok c'est bien, tu sais tout faire, mais là vraiment il va falloir se contrôler, trouver la bonne balance entre agressivité et contrôle. Donc on est sur deux trajectoires un petit peu différentes, même si ça promet de belles rivalités dans le futur. Et là on voit par exemple qu'on a un Alcaraz qui galère un petit peu depuis son sacre à Wimbledon, qui n'a pas fait les bons choix de programmation, qui n'a pas réussi à refaire du jus et qui repart un petit peu dans ses travers à être beaucoup trop brouillon dans certaines phases de son jeu. Sans surprise, Aryna Sabalenka s'est imposée en 2-7 contre Zheng 6-3, 6-2. Et c'est vrai que la Biélorusse a totalement dominé les débats. Elle n'a pas été breakée une seule fois, 67% de première balle contre 53% pour Zheng qui a fait pas mal de doubles fautes, la chinoise. Et c'est vrai que c'est compliqué de bien entamer des sets quand tu as un petit peu de nervosité comme ça et que tu vas faire des doubles fautes. Et c'est vraiment un match qui s'est joué dans la filière courte. 74% des points disputés étaient entre 0 et 4 frappes avec seulement 4% de points qui ont fait plus de 9 frappes. Donc voilà, on a vu deux joueuses très agressives qui essayaient de faire le coup de raquette assez rapidement, notamment derrière leur service. Et à ce petit jeu-là, c'est Sabalenka qui a gagné 46 points gagnés entre 0 et 4 frappes contre 34 pour Zheng. Et forcément, Sabalenka s'est montré beaucoup plus expérimenté. Et décidément, l'Open d'Australie, c'est vraiment un tournoi qui réussit bien à la Biélorussie, étant donné que le dernier back-to-back, donc gagné 2 titres consécutifs, remonte à 2013, où Victoria Azarenka s'était imposée en 2012 et 2013. Et elle se retrouve à 865 points de Iga Swiatek pour potentiellement essayer de décrocher cette première place mondiale, parce que Sabalenka, c'est un monstre de régularité. C'était sa 6e demi-finale consécutive en majeur. Dans les moments où ça compte, elle est là. Là, elle décroche son 2e sacre en majeur, donc c'est vraiment très très costaud de sa part. Il faudra bien sûr compter sur elle sur cette saison 2024 comme ça avait été le cas en 2023 où elle a vraiment énormément progressé. Elle a su cadenasser ses démons, notamment avec ses doubles fautes à des vilains moments, en s'accompagnant justement de spécialistes de la biomécanique pour corriger le tir. Si on fait un petit peu le bilan de cette édition 2024 de l'Open d'Australie, je suis très satisfait. Pourquoi? Parce qu'on a eu des super matchs, des révélations, des surprises, des finales inattendues, des joueurs qui se sont démarqués, et c'est tout ça ce qu'on aime, parce que l'année 2023 était assez terne d'un point de vue des majeurs, même s'il y a eu Wimbledon et c'est éclairci avec Carlos Alcaraz, mais je pense qu'il faut remonter peut-être à l'Open d'Australie 2022 ou l'US Open 2022 pour avoir une telle quinzaine. Donc pour moi, c'est un excellent 8 sur 10 pour cette édition 2024 de Melbourne. Niveau de mes tops, je vais forcément parler des Français, et c'est assez rare que les tricolores ressortent en majeur quand même dans les points positifs, parce que là on a eu Manarino, Cazot en 8e, également Océane Dodin, des belles prestations de Burel, Paris, Humbert également, peut-être la déconvenue d'Arthur Fils, qui est une désillusion pour lui par rapport à son niveau qu'on lui promet. Mais Arthur Fils, je trouve qu'il est moteur quand même de cette nouvelle génération française et que ça entraîne une certaine émulation collective. L'autre point positif, c'est vraiment que le tennis de demain est entre de bonnes mains. On a eu des révélations, des pépites qui ont brillé tout au long de la quinzaine. Je pense à du Prismic, à du Noskova, à du Mencic, à du Andreeva, du Fruhvirtova, du Navarro et plein d'autres. Et même du Sinner, du Zheng, voilà, qui sont un petit peu plus âgés, mais qui ont vraiment montrer qu'on pourrait compter sur eux demain, et ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr, ce sont tous des joueurs qui ont bien performé sur le circuit junior, et là c'est pas un bon résultat sur le circuit professionnel qui fait que ça crée une tendance. Je pense qu'ils ont tout à montrer, mais c'est vraiment cool d'avoir des prospects de demain qui ont vraiment fait de très très bons matchs, et donc je pense qu'il faudra les suivre avec la plus grande attention. Après on a eu des confirmations, encore une fois, Yannick Sinner, Sabalenka, Medvedev dans différents registres qui font plaisir. Sinner, il a fait une fin de saison de dingue en 2023. On était en droit de se demander, est-ce qu'il va être capable de récidiver en début d'année, encore plus en format majeur? Ça a été le cas. Medvedev, lui, dans un autre genre, sachant qu'il a été très solide en 2023. Et là, il arrive en finale de l'Open d'Australie avec beaucoup d'incertitudes par rapport à son tennis. Mais dans la tête, c'est extrêmement solide. Ses compétences athlétiques sont totalement folles. Et Sabalenka, qui est devenue vraiment une référence sur le circuit WTA, avec 6 demi-finales consécutives. Elle a réussi à faire ce back-to-back, quand même conserver son titre à Melbourne, ce qui n'était plus arrivé depuis Victoria Azarenka en 2012-2013. Donc ça, c'est extrêmement solide, là où plusieurs favorites sont tombées. Et le dernier top, pour moi, c'est Alexander Zverev. On se rappelle de ces images douloureuses à Roland-Garros 2022. Il était bien revenu en 2023 avec une demi-finale, là encore, dans le Grand Chelem parisien. Mais je trouve qu'il monte en puissance et qu'il faudra compter sur lui sur cette saison 2024. Ok, il y a toujours des défaillances mentales, un coup droit qui est beaucoup trop volatile. Par contre, il a vraiment bossé son service. À chaque fois, plus de 70% de première. Il a limité son quota de double faute. Il n'est pas manchot quand même à la volée, malgré ses grandes jambes où il arrive à se baisser et faire une petite volée basse. Côté revers, c'est toujours aussi solide et franchement, il peut être multi-surface. Donc j'attends de voir ce qu'il va nous montrer l'Allemand en 2024. Au niveau des flops, comment ne pas parler de Rune, Tsitsipas et Alcaraz qui ont fait 3 tournois différents. Holger Rune, on le sait, sur dur extérieur, il est moins performant que sur dur intérieur, étant donné
qu'en extérieur, c'est 51% de victoire contre 73% de victoire en intérieur. Mais là, voilà, il a perdu contre Arthur Cazot, qui était quand même la belle histoire de cette quinzaine. Mais le voir s'arrêter si tôt, c'était un petit peu trop prématuré, je trouve, par rapport à ce qu'il avait montré en fin de saison dernière. Holger, d'autant plus qu'il a vraiment étoffé son staff. Stefanos Tsitsipas, qui, lui, il a eu cette intersaison un petit peu tronquée avec ses soucis au dos. Ok, ça a été compliqué, il s'arrête en 4-7 contre Tyler Fritz. Il a déjà réussi à passer quelques tours, c'est plutôt positif. On sait que c'est son grand chelem. Je trouve qu'il a toujours ce plafond un petit peu avec ses lacunes qui sont extrêmement criantes. Et Alcaraz, c'est compliqué depuis Wimbledon. Je trouve qu'il est brouillon, un petit peu lent, qu'il n'arrive pas à trouver la bonne balance entre contrôle et agressivité. On pensait que l'intersaison lui aurait fait du bien, mais là encore, il est reparti un petit peu dans ses travers contre un excellent Alexander Zverev. On peut également parler des favorites qui ont déçu: Swiatek contre Noskova, Rybakina contre Blinkova, Vondrousova, où elle s'est compliquée depuis le second semestre 2023 et son sacre à Wimbledon. Et également Jabber, où ça n'a pas été évident pour la Tunisienne qui a pris une correction contre Andreeva. Et enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu la constante à chaque tournoi, mais la programmation, où des fois, voilà, certains matchs qui ont commencé beaucoup plus tard. On ne sait pas pourquoi ils ne les faisaient pas démarrer plus tôt, ce qui fait que ça a créé, voilà, du décalage s'il y avait un gros match et que des joueurs ont fini très tard dans la nuit. Donc ça, en termes de récupération, c'est vrai que c'est inadmissible et je pense qu'il y a vraiment des correctifs à apporter. On peut également tirer un bilan sur cette quinzaine australienne par rapport à la chaîne Games 10 Talk, où on a fait quand même 8 lives, 15 vidéos avec celle-ci. Dedans, on retrouve des interviews ultra intéressantes de Carole Monet, d'Aziz Dougaz, qui parlent un petit peu de leur expérience, qui ont été dans les qualifications à l'Open d'Australie, donc qui donnent vraiment l'envers du décor. Je vous invite à aller les voir, franchement, ces pépites. Des pronostics qui, certes, pour la plupart ont été foireux, hein, c'est un petit peu la marque de fabrique, vous avez l'habitude. Donc un grand merci à toi de nous avoir suivis tout au long de la quinzaine australienne. Franchement, ce n'est que le début de la saison, on vous réserve pas mal de surprises. Et c'est toujours un plaisir d'échanger, que ce soit à travers les commentaires ou les lives. Pour revenir au pronostic, c'est vrai qu'on s'est pas mal fait trash-talker dans les commentaires, à juste titre, hein, parce qu'on s'est trompé sur le vainqueur à chaque fois qu'on voyait, en tout cas sur la plupart des affiches. Mais je pense que c'est important de remettre l'église au milieu du village. Le pronostic en lui-même n'est pas notre cœur de métier, n'est pas le cœur de la chaîne YouTube. C'est pas du tout l'ADN de Games 10 Talk. Bien évidemment, c'est un prétexte parce qu'on va analyser une affiche, mais ce qui nous intéresse un petit peu, c'est le parcours des deux joueurs, les clés tactiques. Qu'est-ce que A va mettre en place pour faire tomber B? Et c'est vraiment ça, ce qui nous plaît, ce qui nous motive un petit peu quand on fait des vidéos YouTube. Et si tu regardes bien un petit peu toutes nos vidéos preview, au final, le pronostic, c'est même pas 10% de la vidéo sur les 15 minutes de pastilles qu'on fait. Forcément, on titre dessus parce qu'on assume vraiment notre choix et c'est aussi pour te provoquer une émotion. Parce qu'on est sur une plateforme, là, on est sur YouTube, et forcément, cette plateforme a des codes, et avoir un titre qui te provoque quelque chose chez toi, que tu sois d'accord ou non avec nous, c'est justement ça l'intérêt, pour que tu puisses cliquer. Si on met Sinner, Djokovic, belle affiche, je pense pas que ça soit très sexy, et que tu aies forcément très envie de regarder cette vidéo, d'autant plus que quoi qu'il arrive, à la fin, on a notre pronostic, donc on ait raison ou tort. Par rapport au titre, ça change pas grand-chose. Parce que quand on lit certains commentaires, franchement, on a l'impression qu'on était une minorité à pronostiquer Alcaraz contre Zverev ou encore Djokovic contre Sinner, ce qui m'étonnerait. En tout cas, c'était vraiment pour clarifier un petit peu ce qu'est l'ADN de la chaîne, parce que là, retenir uniquement le pronostic, c'est vraiment oublier 90% de la vidéo et tout le travail qui est fait en amont. Travail qui est d'ailleurs fait en équipe, parce que c'est ça Games 10 Talk. Pour talker, il faut justement parler avec ses équipiers. Et là, un grand merci à Greg, à Alex, à Josh, pour toutes leurs vidéos et leurs prestations sur les lives. Franchement, c'est facile, ça roule avec une telle équipe. Également, Robin qui fait un travail colossal sur X avec des spaces, également pas mal de tweets. Donc ça, franchement, c'est top. Si vous voulez suivre l'actualité sur l'un de nos réseaux sociaux, c'est sur X qu'il faut être. Et également, nos intervenants. On a eu Roman XGen qui est passé dans nos lives, qui a pu apporter sa pierre à l'édifice. Allez voir son travail sur Twitter. Et également Abel qui a fait ses débuts, où là, pour le moment, c'est que en live. Vous avez été très content de ses prestations et normalement, voilà, d'ici mars-avril, il sera opérationnel pour faire du montage. En tout cas, tu pourras retrouver Robin et Josh la semaine prochaine à Montpellier parce qu'ils vont couvrir toute la semaine et je pense qu'il va y avoir des affiches très intéressantes. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit X, Instagram, TikTok. Rejoignez notre Discord pour parler de façon continue. Avec nous, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur le tennis tout au long de l'année. En tout cas, là, il est grand temps de prendre du repos bien mérité. C'est jamais facile à couvrir une telle quinzaine au niveau des horaires. Si tu es en manque de tennis, tu peux aller voir cette vidéo, c'est notre live comment de la finale de l'Open d'Australie 2024 entre Yannick Sinner et Medvedev. Franchement, tu vas passer un très très bon moment et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien, repose-toi bien. Ciao ciao tout le monde.